Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire aujourd'hui après 10 ans hors du pays. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par de nombreux partisans. Et puis en Éthiopie, élection sur fond de famine au Tigré et de conflits ethniques. Les législatives reportées d'abord à cause de la pandémie, puis à cause d'immenses retards logistiques vont enfin avoir lieu lundi prochain. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'ex-président Laurent Gbagbo a regagné Abidjan aujourd'hui après 10 ans d'absence. Son avion a décollé à 11h47 de Bruxelles en Belgique. Arrêté le 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye le 30 novembre de la même année. Son procès s'était ouvert à la CPI le 28 janvier 2016. Il a été acquitté en janvier 2019 et maintenant il est rentré dans son pays en Côte d'Ivoire. La corruption gangrène l'économie des pays africains et leur fait perdre plusieurs milliards de francs CFA par an. La question était au cœur d'une rencontre initiée par les spécialistes des systèmes de management anticorruption, un fléau qui n'épargne pas la Côte d'Ivoire, qui a enregistré de 2011 à 2021 238 dossiers de corruption. Colette Ilboudo et Joël Gosset. La corruption coûte plus de 74 000 milliards de francs CFA par an à l'Afrique, ce qui plombe 25% de son PIB chaque année, selon des spécialistes des systèmes de management anticorruption réunis lors d'une conférence. En Côte d'Ivoire, de 2011 à 2021, 238 dossiers de corruption ont été enregistrés. Pour venir à bout de ce fléau, l'organisation Mafubo de la société civile donne quelques pistes de solutions. Aujourd'hui, nous devons l'accompagner dans la lutte contre la corruption. Parce que nous, en tant que société civile qui accompagnons les femmes et les enfants, si aujourd'hui une femme est bien formée, bien éduquée, c'est toute la société qui gagne. On a décidé de faire chemin ensemble en vue de pouvoir permettre à toute l'Afrique de gagner, de faire des économies à travers la lutte contre la corruption. Ce qu'il faut faire, c'est se donner des outils. Puis, 160 pays ont créé et coécrit et travaillé à la création d'une norme qui s'appelle la norme ISO 37001 pour prévenir, détecter la corruption. Et c'est sur ces bases-là que l'ensemble des pays se doivent de travailler. Il y a beaucoup de volonté de faire face à la corruption. Je l'ai senti un peu partout. Ici, en Côte d'Ivoire, le président, le premier ministre, l'ensemble des ministres que j'ai rencontrés m'ont tous démontré qu'ils veulent faire un changement dans la société. Mais il y a des outils. Et ils peuvent utiliser ces outils-là. Mais deux sujets extrêmement importants. La communication, la formation. Il faut savoir communiquer sur ce sujet. Il ne faut pas avoir peur de parler de ces sujets-là. Puis il faut savoir former les gens pour qu'ils comprennent pourquoi ils font les choses. Alors autant dans des employés de l'État que des employés dans les sociétés privées doivent être nourris des outils, doivent être nourris de comment ils doivent penser, comment voir les choses. Ces échanges ont suscité le satisfecit des participants qui ont été outillés pour lutter contre la corruption. Le conférencier nous a beaucoup appris. Il nous a longuement entretenu sur ce fait. Il faut que la corruption diminue à tous les niveaux. Il faut que les ONG, les associations organisent des séminaires, des ateliers de formation pour faire comprendre que la corruption est un danger pour la société. Et que si la corruption diminue, tout le monde peut en bénéficier. Créée en 2015, l'organisation de la société civile ivoirienne Mafubo mène la lutte contre la corruption, milite en faveur de l'égalité des sexes, de la bonne gouvernance et la promotion de la paix. L'excellence célébrée au groupe scolaire La Pérouse et MECO dans la commune de Cocody. Apprenants et enseignants ont reçu des prix en vue de les encourager à cultiver l'excellence partout où ils se trouvent. Anissette Conan. Des chants et pas de danse pour marquer les festivités des fêtes de fin d'année doublées de la cérémonie des silences de cet établissement scolaire. En cette fin d'année académique, l'agenda affiche la distinction des meilleurs élèves de la maternelle au collège, une journée des silences après 9 mois d'abnégation et d'assiduité au travail. C'est pour nous l'occasion de magnifier et de promouvoir la culture de l'excellence dans notre établissement. Représentant ici le parrain, le directeur du Trésor public, à cette journée des silences, Anno Théodore n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux majors des promotions. Ces derniers ont exprimé leur joie. Il fait alors sans cesse cela.
Travailler, 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 fouiller, pêcher, à l'image de la femme de La Fontaine. J'encourage franchement mes amis à mieux faire que moi, parce que c'est vraiment un sentiment énorme que je ressens actuellement. Passation de flambeau entre entrants et sortants des fins de cycle ont meublé cette journée. Le collège moderne La Pérouse, établissement créé par un collectif d'enseignants issus du système scolaire public, reçoit aussi les affectés de l'État. Il comprend la maternelle, le primaire et le secondaire. La culture de l'excellence est le slogan de cet établissement scolaire qui existe depuis 2010. Mais maintenant, des initiatives environnementales en milieu scolaire contribuent à faire des apprenants des futurs citoyens sensibles aux options qui s'offrent à eux pour protéger la planète. L'ONG internationale Sauvons l'environnement joue sa partition. Elle s'est rendue dans cette école en vue d'inculquer aux tout petits de l'EPP d'Adio-Podoumé la préservation de l'environnement. Joël Gossé. À l'occasion de la quinzaine de l'environnement, l'ONG internationale Sauvons l'environnement a rendu visite aux écoles de l'EPP à Diopo-Quartier sur la route de Dabo. Échanges, enseignements, jeux concours sur l'importance de la propreté et l'environnement, dont de matériel d'assainissement, ont marqué cette visite. Les écoliers, le corps enseignant, avec à leur tête la directrice de l'établissement et l'inspecteur de l'enseignement, n'ont pas boudé leur plaisir. Par des pas de danse, des sketchs, ils ont traduit leur reconnaissance à l'ONG internationale Sauvons l'environnement, présidée par Dr Henri Chénal. L'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est vrai qu'ils sont actuellement enfants, mais c'est eux l'avenir. Il faut que déjà à leur âge, ils comprennent ce que c'est que l'environnement. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que le cadre de vie, parce que c'est dans ce cadre de vie-là qu'ils peuvent se maintenir en vie. Et donc, il est important que nos enfants, déjà là-bas, soient éduqués sur l'environnement. L'ONG Sauvons l'environnement a pour objectif la protection de l'environnement et de la biodiversité par la réflexion et la mise en œuvre de projets technologiques innovants pour un mieux vivre et assurer la pérennité de la planète. L'ONG décide donc de rénover les toilettes de l'établissement en très mauvais état. Les toilettes ne fonctionnent plus. L'ONG Sauvons l'environnement est bienvenue parce qu'il va nous aider à réhabiliter nos toilettes. J'espère que cette fois-ci, lorsque nous allons faire des toilettes modernes, nous n'allons plus avoir ce problème-là. Cette rencontre s'est soldée par des remises de présents aux meilleurs élèves de l'établissement. La Fédération des familles pour la paix et l'unification prie pour la Côte d'Ivoire. La Fédération a aussi sensibilisé les familles sur les conséquences de la guerre. Lors de ce rassemblement, les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire ont prié pour la paix et la stabilité dans le pays. En communion avec leurs frères de la Corée du Sud, les membres de la Fédération des familles ont demandé aux ancêtres de veiller sur le monde en faisant taire les guerres, mais en particulier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas oublier nos ancêtres parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas physiquement avec nous, mais ils sont là et ils sont là aussi pour nous aider si on leur demande. C'est une cérémonie de prière et en même temps une cérémonie où nous invitons nos ancêtres qui nous ont déjà précédés dans le monde spirituel à veiller sur la nation, à prendre soin de la nation, pour que la nation soit toujours en paix et que la nation soit stable. Pour les familles présentes à cette rencontre, la paix doit tout d'abord commencer dans les foyers et doit faire partie de notre quotidien. Les familles sont les cellules de base de la société. Et si dans la famille il y a la paix, naturellement, dans la société, dans la nation et dans le monde, il y aura la paix. Chacun d'entre nous est issu d'une famille. Donc la famille est l'élément fondamental, c'est la cellule la plus importante. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a été fondée en 1954 en Corée du Sud par le docteur San Myang-moon et son épouse, le docteur Ak Jae-moon. Les partis de la majorité et de l'opposition au Burkina Faso ont entamé aujourd'hui à Ouagadougou un dialogue politique consacré
à la situation sécuritaire dans le pays lancé par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Ce dialogue réunit une quarantaine de représentants des membres des partis et formations politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition jusqu'à samedi prochain au palais présidentiel. Il se tient à un moment où le Burkina Faso est encore sous le choc du massacre humain perpétré par les terroristes à Solane. Dans la nuit du 4 au 5 juin, sachez-le, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées à Solane, localité de la province du Yagba, près de la frontière avec le Mali et le Niger. Outre la situation sécuritaire, Roch Marc Kaboré a indiqué que le dialogue va aborder également la tenue des élections locales prévues en 2022, la situation liée à la pandémie de la maladie à coronavirus et la réconciliation nationale. Sachez que le premier président zambien, Kenneth Kaunda, est décédé aujourd'hui à 97 ans d'une pneumonie. Kenneth Kaunda était l'un des pionniers de la Nouvelle-Afrique lorsque les pays ont dit non au colonialisme en faveur de l'indépendance des États. Homme d'un grand charme personnel, il a été salué comme une force modératrice du continent malgré son rejet initial du concept de démocratie multipartite. En tant que panafricaniste convaincu, il s'est attelé à la tâche de construire une nouvelle Zambie libre de déterminer sa propre voie dans les affaires internationales. Mais une mauvaise gestion économique a fait chuter sa popularité. Il a été chassé de pouvoir lors d'élections libres en 1991. En Éthiopie, élection sur fond de famine au Tigré et de conflits ethniques. La campagne électorale est désormais terminée dans le pays. Les législatives reportées d'abord à cause de la pandémie de la maladie à coronavirus, puis à cause de retards logistiques vont enfin avoir lieu lundi prochain. Des élections que le Premier ministre Abiy Ahmed prédit pacifiques alors que le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique est déchiré par de nombreux conflits ethniques et meurtri par la guerre au Tigré. Djima, Éthiopie, les élections les plus démocratiques que le pays ait jamais connues. Voilà ce que promet le Premier ministre Abiy Ahmed aux 37 millions d'Éthiopiens appelés aux urnes lundi pour les élections législatives, dont son parti de la prospérité est le grand favori. Notre problème n'est pas de protéger l'unité de l'Éthiopie, mais plutôt de faire de l'Éthiopie la force de la Corne de l'Afrique. Celui qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 2019 pour avoir opéré un rapprochement spectaculaire avec l'Érythrée voisine espère obtenir la bénédiction populaire qui lui manque 3 ans après sa nomination à la tête du gouvernement. Addis Abeba, Éthiopie, sa volonté de modernisation du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique s'est heurtée à de multiples urgences, à commencer par la pandémie de la Covid-19 et le conflit au Tigré où le scrutin a été reporté. À Mylène, Éthiopie toujours, les combats se poursuivent avec les forces dissidentes de cette région du nord du pays et la situation humanitaire est dramatique. Et selon l'ONU, 91% de la population du Tigré a besoin d'une aide alimentaire d'urgence, en première ligne les enfants. Sans accès humanitaire pour augmenter notre aide, quelques 30 000 enfants souffrant d'une sévère malnutrition dans ces zones extrêmement peu accessibles courent un grand risque de mourir. À Taï, Éthiopie, la famine qui sévit au Tigré menace de gagner d'autres régions, notamment celle de l'Amara, où le scrutin ne pourra pas se tenir partout en raison de l'insécurité. Les violences ethniques se sont aggravées ces dernières années dans l'ensemble des pays. Et c'est le cas ici entre population Oromo et Amara. Certains y voient la conséquence de la volonté du Premier ministre d'assouplir le régime autoritaire en place avant lui. Il y a eu du laxisme après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, au nom de l'ouverture à la démocratie. Une ouverture pourtant bien trop timide au goût des États-Unis qui se disent très préoccupés par les arrestations d'opposants comme celle du leader du parti Balderas. Pas facile donc pour l'opposition de faire entendre sa voix dans une campagne où le parti du Premier ministre aurait été omniprésent.
Et pour finir, sachez que la Cour suprême aux États-Unis refuse d'invalider la loi phare d'Obama sur la santé. La décision de maintenir cette couverture maladie pour des millions d'Américains a été prise à la majorité de 7 juges sur 9. Leur décision, la troisième consacrée à cette loi, est fondée sur un argument de procédure. Selon eux, le Texas et les autres États républicains qui ont introduit le recours n'étaient pas fondés à le faire. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.